Namaskaram Sadhguru. J'ai une question sur la grâce. Je ne sais pas exactement comment le dire, mais... Sur quoi? La grâce, la grâce. La grâce. Oui. Pour moi, ça semble être une chose accidentelle, dans le sens où ça va, ça vient, selon... Je ne sais pas quoi exactement. J'ai l'impression de la perdre très facilement une fois qu'elle est là. Je me demandais si vous pouviez parler un petit peu de la grâce et comment elle fonctionne ou... Ici, à l'ashram, c'est très facile d'y accéder ou de la ressentir. Mais une fois à l'extérieur, c'est assez difficile d'être connecté à cette énergie ou grâce. Si vous pouviez en dire quelque chose, merci. Vous me demandez de parler du parfum de cette fleur. Comment faire ça? Il n'y a que si tu as le nez sensible. Fantastique. Autrement, quelqu'un a le nez bouché aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Donc, la grâce ne signifie rien pour tout un tas de gens. Ils n'ont même pas... Ce n'est pas que tu dois y penser ou que tu dois en parler. C'est juste que si tu es trop imbu de toi-même, seulement si tu es trop imbu de toi-même, tu peux ne pas être conscient de la grâce, dans le sens où tu n'as même pas besoin d'aller à l'école et d'apprendre les planètes et le système solaire et les galaxies et tout. Simplement, en tant qu'être humain, si tu lèves les yeux, tu ne sais pas où ça commence et où ça se termine, au milieu de nulle part. Tu es assis ici sur une planète qui tourne et... Voyez, vous allez bien. Certainement pas de votre fait, n'est-ce pas? À coup sûr, vous ne pouvez pas faire ça. Quoi que ce soit qui maintient tout ça, un de ces noms, c'est la grâce. Maintenant, y êtes-vous réceptif ou non est la question. Quand on dit grâce, on ne regarde pas un certain aspect. On regarde ce qui est la base de tout. Parce que vous ne savez pas comment ce système solaire est tenu en place. Vous ne savez pas comment tout l'univers est tenu en place. Vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé, vraiment. Comment de si nombreuses cellules restent ensemble et font se produire votre vie? Vous ne le savez pas vraiment. Vous avez des explications et des explications, mais vous ne savez pas. Si vous le saviez, vous en créeriez une tout de suite. Si vous saviez exactement comment, vous le feriez, n'est-ce pas? Donc, quand il y a tant de choses que vous ne savez pas et que tout se passe toujours super bien, de toute évidence, ce n'est pas un accident. Donc peu importe ce qui fait se produire tout ça, cette énergie, cette force, on l'appelle grâce. Mais maintenant la question, c'est de vous rendre réceptif. Si vous avez le nez bouché, la fleur ne signifie rien pour vous. Si vous êtes aveugle, la lumière ne signifie rien pour vous. Si vous êtes insensible, rien n'a de sens pour vous. Donc, il s'agit de devenir sensible. La plupart des gens sont sensibles à leur ego. Ils ne sont pas sensibles à la vie. Actuellement, il faut faire attention à quoi dire et ne pas dire à tout un tas de gens parce qu'ils ont l'ego horriblement sensible. Pour n'importe quoi, ils vont s'effondrer en eux-mêmes. Tout d'abord,
vous créez une illusion. Puis vous créez une autre illusion, qu'elle s'élève et qu'elle chute. C'est un très mauvais jeu. Vous devez être désillusionné rapidement. Si vous êtes vraiment désillusionné, absolument, vous serez toujours disponible pour la grâce. Si vous n'avez aucune illusion personnelle, vous allez vous interroger sur tout. Comment ne pas vous interroger? Sur tout, sur votre existence même. Si vous n'avez aucune conclusion dans votre mental, sur quoi que ce soit, simplement ici, vous allez baigner dans la grâce. C'est déjà le cas en ce moment, mais vous ne pouvez pas en profiter à moins d'être conscient, c'est tout. Elle ne va pas fonctionner pour vous, parce que vous n'êtes pas conscient. Elle fonctionne pour vous, mais vous ne pouvez tout de même pas en bénéficier pleinement. Voyez, c'est un fait médicalement établi, que si deux personnes mangent la même nourriture, les deux ne seront pas nourris de la même façon. Exactement la même nourriture, deux personnes la mangent, elles ne seront pas nourries de la même façon, parce que ça dépend de votre capacité à y puiser. Donc, pour développer cette capacité, nous sommes tous dans la grâce. Mais pour développer la capacité à y puiser, pour que cette vie devienne une expression de cette grâce, voyez, vous savez, si vous avez senti cette fleur, elle est typique du sud de l'Inde, phénoménalement parfumée. Vous pensez que notre équipe jardinage verse du parfum à la racine? Non, ils mettent de la saleté, croyez-moi. Oui. Même si vous mettez de la saleté, voyez, comme elle est devenue fantastique, parce que c'est sa nature. C'est parce qu'il fait ça qu'on plante l'arbre, qu'on le nourrit, qu'on en prend soin. Tout le monde se préoccupe de sa croissance. Supposez qu'il ait émis une odeur désagréable pour vous. Supposez qu'il absorbe juste la saleté et la rejette à travers la fleur. Non, on l'aurait enlevé, n'est-ce pas? Donc, la grâce apporte de nombreux bienfaits. Une fois que vous exudez la grâce, tout le monde veut la nourrir, tout le monde veut la promouvoir, tout le monde veut en faire partie, parce que vous exudez la grâce. Maintenant, la question n'est pas du tout de savoir si vous êtes dans la grâce ou non. Vous l'êtes, autrement vous ne pouvez pas exister. La seule question c'est, exudez-vous la grâce ou la transformez-vous en quelque chose de moche que vous répandez sur tout le monde? Laissez-moi vous raconter une histoire très connue en Inde. C'est du folklore. À peu près tout le monde dans le pays doit connaître cette histoire probablement. Il y avait un sage, vivant dans une jungle, aveugle, pas de vision, simplement assis à un endroit. Rarement les gens passent par là. Quand ils passent par là, ils lui donnent quelque chose et il vit comme ça, aveugle. Il se trouve qu'un jour, le roi et son escorte de soldats et de ministres et autres sont tous partis à la chasse. Lors de la chasse, en poursuivant un cerf aperçu, il s'égare et le roi se perd, séparé du groupe. Parce que, vous savez, le roi a le cheval le plus rapide. Il monte le meilleur. Donc, il est parti devant et s'est perdu. Ils sont tous à chercher, tout le monde se perd. Et puis, le soldat arrive et demande au sage, « As-tu vu le roi ?» Il dit non. La conscience consiste en une activité cérébrale, 86 milliards de neurones, probablement 100 trillions de synapses. Vous ne dites pas « je suis le cerveau », ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-delà de ça.
On ne voit pas le cerveau comme une chose différente, c'est juste le corps avec un autre niveau de fonctionnalité. On sait que quand la personne meurt, sa conscience cesse d'exister. La conscience est ce qui est la base même de notre création. Oh, où est la preuve? Eh bien, je suis la preuve. Je ne crois pas au miracle. Les perceptions extrasensorielles, on sait que ça n'existe pas. Une entité qu'on ne peut pas percevoir à travers les perceptions sensorielles, c'est cela qu'on appelle la conscience. La science ne devrait jamais conclure que ce qu'on ne connaît pas ne peut pas exister. Donc, avant de décider de quoi on devrait parler et après avoir parcouru le profil du Dr Pinker, on a fait un va-et-vient sur le titre qu'on devrait conserver. Le Dr Pinker a donc choisi « La conscience est-elle un miracle ?» Nous lui avons donné « La conscience, un miracle ». Donc il a juste ajouté un point d'interrogation. Et vous avez tweeté hier soir, donc j'aimerais beaucoup savoir selon vous ce que veut dire la conscience et pourquoi ce point d'interrogation. Oui, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la loi de Bedrich sur les gros titres, selon laquelle dans un journal ou un magazine, tout gros titre qui commence par un point d'interrogation a pour réponse « non ». Je pense que cela s'applique à notre, du moins, à mon avis, à la résolution d'aujourd'hui. La question, la conscience est-elle un miracle? Non. Donc, qu'est-ce que la conscience? Eh bien, tout comme quand on a demandé à Louis Armstrong de définir le jazz, il a répondu « Si vous devez demander, vous ne saurez jamais ». Donc on sait tous ce qu'est la conscience. C'est notre conscience en état de veille, c'est l'expérience qu'on a tous en ce moment même. La conscience est-elle un miracle? Non. Et voici pourquoi. La conscience est constituée de schémas d'activité dans le cerveau. On peut être un peu plus précis, mais je n'entrerai pas dans le détail, mais il y a des raisons de penser qu'elle peut être spécifiée comme des schémas d'activité rythmique et synchronisés, peut-être dans la plage gamma ou plus haut, impliquant des boucles entre le thalamus, le cortex préfrontal, le cortex pariétal et d'autres régions du cerveau. Pourquoi pensons-nous cela? Eh bien, les découvertes en neurosciences remontent à près d'un siècle ou plus. Mon compatriote, le docteur Wilder Penfield, un neurochirurgien de Montréal, dont une rue porte aujourd'hui le nom, a découvert que pendant une neurochirurgie, lorsque le cerveau est exposé, qu'une partie du crâne est enlevée, comme on le sait tous, le cerveau n'a pas de récepteur de douleur, donc une chirurgie cérébrale peut être faite lorsque le patient est conscient. Il a découvert qu'en stimulant le cortex avec une électrode, il pouvait provoquer chez le patient une expérience vivante et réaliste. Le patient pouvait se croire à la fête d'anniversaire de ses 8 ans, par exemple. Donc, l'électricité provoque la conscience, pas un miracle. Les drogues affectent la conscience. C'est pourquoi on prend des drogues qui modifient l'humeur, qu'elles soient récréatives ou thérapeutiques. Donc, la chimie provoque la conscience. Si une partie du cerveau est enlevée pendant une chirurgie à cause d'une tumeur, d'un traumatisme crânien ou d'un AVC, une partie de la conscience est affectée et la personne peut perdre l'expérience de la vision des couleurs ou de la reconnaissance d'objets, ou même de pouvoir se projeter dans un moment futur, selon l'endroit où se trouve la lésion. Ce n'est pas une simple corrélation, mais on sait qu'un câblage cérébral intact est nécessaire pour la conscience. Ce n'est pas juste deux choses qui ont lieu en même temps, parce que si une partie du cerveau est endommagée, la personne en perd l'expérience correspondante. Et disons, si le nerf optique est coupé, la personne est aveugle. On sait aussi que si on permet au cerveau de fonctionner normalement, les schémas d'activité qui correspondent à la conscience sont de plus en plus lisibles. Que toute expérience consciente a une signature cérébrale correspondante. Et grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et à l'apprentissage automatique, on se rapproche de plus en plus de la possibilité de lire la conscience d'une personne à partir de son schéma d'activité cérébrale. Encore une fois, pas un miracle. Il s'agit de schémas, de signatures
électromagnétiques provenant du flux sanguin. Tous ces éléments sont des entités physiques captées par un aimant très puissant, une autre entité physique, et on peut voir ce que la personne pense. On peut être sceptique quant à la capacité du cerveau en tant qu'objet physique à supporter la conscience, compte tenu de la complexité époustouflante de la pensée, de la perception et de l'émotion humaine. En effet, si on ouvrait le crâne et qu'il était rempli de spam, alors on pourrait dire que la conscience est vraiment un miracle. Mais il n'est pas rempli de spam, il est rempli de tissus dont la complexité est certainement proportionnelle à celle de la conscience. 86 milliards de neurones, peut-être 100 000 milliards de synapses. Ce dont un tel réseau neuronal est capable est d'une complexité stupéfiante, comme le rappellent les progrès en intelligence artificielle. Basé sur ce que l'on appelle parfois les réseaux neuronaux artificiels, il est possible, en interconnectant des circuits ayant certaines des propriétés du tissu cérébral, de reproduire, ou au moins d'approcher de nombreuses prouesses de l'intelligence et de la conscience humaine. Enfin, on sait que lorsque l'activité physiologique du cerveau cesse, c'est-à-dire lorsque la personne meurt, sa conscience sort de l'existence. Comment le sait-on? Bien sûr, on ne peut pas le savoir avec certitude, et de nombreuses religions promettent aux gens que leur conscience survivra à la mort du cerveau. Mais si c'était vrai, et si au moins il y avait une sorte de connexion, de contact, de transfert d'informations entre cette prétendue continuation de la conscience après la cessation de la fonction physiologique, on pourrait avoir des séances où l'on communiquerait avec les âmes des morts, comme c'était le cas à Harvard il y a 120 ou 130 ans. Mais maintenant, on sait que tout ça n'est que de la poudre aux yeux, de la magie mise en scène. Il existe un moyen de vérifier si on communique réellement avec les âmes des morts. On peut demander à Tante Hilda où elle a caché ses bijoux. L'âme de Tante Hilda, communiquant depuis le monde des esprits, pourrait dire sous la 3e étagère du placard, et les bijoux seraient là. Si ça arrivait, je croirais que la conscience peut survivre à la mort du cerveau. Ça ne s'est jamais produit, et je suis prêt à parier beaucoup d'argent que cela ne se produira jamais. Merci. Certes, je pense que l'une des raisons pour lesquelles il est tentant de penser que la conscience est un miracle, malgré toutes les preuves accablantes selon lesquelles il s'agit d'une activité neuronale, c'est qu'il semble y avoir un vide qualitatif. Les philosophes l'appellent le fossé explicatif. Pourquoi toute cette activité neuronale devrait-elle être ressentie comme quelque chose s'il s'agit de votre cerveau? Il s'agit d'une énigme incroyable, d'un casse-tête qui donne lieu à des conversations de dortoir tard la nuit, telles que « Comment puis-je savoir que le rouge que tu vois quand tu vois du rouge est le même que le rouge que je vois quand je vois du rouge ?» Comment puis-je savoir que tu n'es pas un zombie? Que tu n'es pas, en fait... Tu as peut-être des circuits qui reproduisent un comportement intelligent, mais à ma connaissance, il n'y a personne à la maison, tu n'es qu'un robot. Comment sais-tu que je ne suis pas un zombie? Il y a beaucoup d'énigmes de ce type, des énigmes où notre esprit n'est pas satisfait que quelque chose comme l'activité neuronale puisse donner lieu à ce que l'on ressent de l'intérieur. D'autre part, je suis psychologue cognitif, je m'intéresse au fonctionnement de l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre, ça ne veut pas dire que ce sont des miracles. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Eh bien, les physiciens diront que ce n'est probablement pas la bonne question, parce que le temps est apparu avec le Big Bang. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette petite tache minuscule qui reste là pendant de nombreuses années et qui explose soudainement. Maintenant, ce n'est pas... Les physiciens vont dire que ce n'est pas ce qui se passe vraiment. Il faut arrêter de voir les choses de cette façon. Mais je ne peux pas m'empêcher de les voir de cette façon, j'ai le cerveau que j'ai. De même, il y a beaucoup d'autres faits que je sais être vrais, mais que j'ai du mal à apprécier. Là encore, cela ne signifie pas que ce sont des miracles, mais les gens sont tentés de penser que ce sont des miracles. Dans le cas du Big Bang, ça l'était. D'abord, il y a eu Dieu, il a fait Shazam, l'univers tout entier est apparu. C'est une façon tentante de satisfaire notre